Chers amis, bonjour. Nous sommes le 25 septembre 2024. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Johanna Morel. Bonjour Johanna, comment allez-vous? Très bien, merci Marc pour l'invitation. Ravi d'être là ce soir pour Alors cette interview. Johanna, c'est la première fois que nous échangeons. On ne se connaît pas du tout, donc ça va être intéressant. On est loin. Vous êtes en Europe, en France en ce moment. Je suis à Hong Kong. C'est pas l'Asie. Je connais plutôt bien l'Asie où je suis implanté. Donc on a pas mal de choses à se dire. Je rappelle qu'on est en train d'échanger dans le cadre de la rentrée politique. Donc, ce qui m'intéresse, c'est d'échanger avec tous les responsables politiques des Français et étrangers, de tous les partis, de tous les mouvements. Et je souhaite savoir ce qu'ils font, comment ils animent leur fédération, quel est leur projet. On veut tout savoir. Et si possible, on aimerait bien aussi parler de la vie des Français et étrangers, des problématiques de nos compatriotes. Et on va parler voilà, de tout cela. OK. Donc, est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, c'est assez classique, vous présenter? Alors, je vois que vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes responsable de la cinquième circonscription des Français étrangers. Vous êtes aussi une élue, une conseillère régionale RN. Est-ce que vous pouvez me dire d'où vous venez, votre parcours, et ce qui vous a amené à plus récemment être candidate aux législatives et d'être responsable de circonscription? Alors, ben, écoutez, je suis donc Johanna Morel, effectivement élue du Rassemblement national, également responsable de la cinquième circonscription des Français de l'étranger, donc qui est composée de l'Espagne, le Portugal, Monaco et Andorre, que je connais bien puisque moi-même j'ai été expatriée durant 5 ans. Mes enfants ont été scolarisés au lycée français. J'ai également fait une Dans quel pays? expatriation à Lisbonne. Lisbonne. Voilà. J'ai toujours été impliquée en politique. Je suis issue des Républicains que j'ai quittés en 2017. Et c'est en Ah, c'est 2020 que récent. j'ai choisi. Comment? C'est récent? Oui, Plutôt récent. oui, ça fait 3 ans que je suis au Rassemblement national maintenant. Donc j'ai rejoint le Rassemblement national via Jean-Paul Garot, qui est aujourd'hui le président de la délégation des députés européens, qui lui aussi était issu avec Thierry Mariani des LR et qui m'a demandé de rejoindre sa liste puisqu'il était tête de liste en Occitanie pour la liste des conseils régionaux de cette région dans laquelle j'habite aujourd'hui. Voilà. Donc ensuite, j'ai eu le poste d'élu conseil régional, puis je m'occupe aussi de la Fédération des Français de l'étranger depuis maintenant un an. Bien parce que j'ai cette expérience du Portugal et de l'expatriation, parce que j'ai également été expatriée 3 ans au Maroc, où mes enfants aussi étaient expatriés. Et puis, ils avaient besoin de développer et d'avoir des personnes qui connaissent bien les problématiques qui sont liées à l'expatriation. Et donc, j'ai proposé ma candidature à Jordan, puisque nous dépendons directement de Jordan Bardella et de Jean-Alain Lacapelle, qui lui s'occupe de toutes les circonscriptions. Et donc, il a accepté pour que je puisse gérer, animer et m'occuper des adhérents, des militants et également aussi des conseillers consulaires. Notamment, on a un conseiller consulaire sur le Portugal. Voilà. Oui, Hervé Cardon, que je connais Tout assez à fait. bien. Tout à fait, avec lequel je travaille étroitement, puisque bien entendu, c'est très important pour nous d'avoir des conseillers consulaires qui sont directement reliés aux ambassades et qui nous tiennent informés de façon régulière lorsqu'il y a des changements à la fois juridiques, fiscaux ou même s'il y a des incidents dans les pays et qu'il se passe des choses graves. Là, on n'est pas dans un état de guerre sur la circonscription, mais malheureusement sur d'autres salés. Donc, ils sont d'un appui essentiel pour gérer justement les circonscriptions. Ouais. D'accord. Est-ce qu'on peut parler de votre parcours professionnel parce que vous avez été expatrié? À quel titre vous travaillez pour dans quelle industrie? Alors moi j'ai suivi mon mari parce que quand on a été expatrié à Lisbonne, mes enfants étant en bas âge, j'ai arrêté mon travail et je l'ai suivi là-bas pendant 5 ans. Donc j'ai pas travaillé sur Lisbonne, mais j'ai été expatriée à 100%. Donc, vous avez Euh, travaillé pour la famille. Si on peut J'ai dire que c'est le travaillé, symbole de oui, famille. c'est un travail noble et c'est le plus beau travail du monde d'ailleurs. Donc j'en suis extrêmement fière. Et d'ailleurs, je suis très fière de mes enfants aujourd'hui. Oui, donc pendant 5 ans, j'ai habité Lisbonne, mais en revanche, j'ai fait partie de beaucoup d'associations dans lesquelles je participais. Alors, je ne sais pas si ça existe à Singapour, mais où on avait Lisbonne Accueil, on a Casa Accueil quand j'étais à Casablanca.
À Casablanca, justement, aussi, je m'occupais de la partie sportive. J'ai travaillé, par contre, à Casablanca. Mon métier initial, c'était l'aéronautique et l'immobilier. Ensuite, que j'ai arrêté pendant 5 ans. Et quand je suis revenue en France, j'ai repris l'immobilier. Puis je suis repartie sur Casablanca. J'ai eu la direction commerciale d'un golf pendant 2 ans. Et après, je suis revenue. Donc, en fait, j'ai suivi mon mari pour des raisons professionnelles. Voilà, tout simplement. Donc, L'aéronautique et l'immobilier, c'est-à-dire au niveau commercial. j'ai commencé dans Euh, l'aéronautique et je suis aujourd'hui actuellement dans l'immobilier. D'accord, Voilà, très bien. depuis maintenant une dizaine d'années. Ouais. Oui, pour répondre à votre question, au niveau des associations, oui, c'est partout dans le monde, il y a des accueils, il y a des UFE, et après, il y a Voilà. pas mal d'autres initiatives privées, il y a des associations de bienfaisance, etc. Bon, vous connaissez bien. Et Tout c'est à pareil fait. Alors, à Hong Kong où je suis, mais à Singapour aussi et tout le reste. voilà, donc après, sur Casablanca, j'avais intégré le bureau exécutif des Républicains, puisqu'à l'époque, j'étais encore aux Républicains. Et donc, je m'occupais de toute la partie événementielle, la réception des personnalités politiques qui venaient faire donc des conférences pour les Français de l'étranger, qui sont très friands, puisque comme on est loin, ben, quand une personnalité politique et de votre bord politique se déplace, c'était des événements importants qu'on organisait et les expatriés étaient très contents. Donc voilà, j'ai toujours été quand même très très active dans la communauté des Français d'étrangers, enfin au sein de la communauté des Français d'étrangers. Et puis ayant été moi-même expatriée, pour commencer déjà à parler de ma fonction et ce pourquoi je suis là, c'est que très rapidement, je me suis aperçue, donc ça fait 5 ans, 6 ans que je ne suis plus expatriée, que les problématiques n'ont pas vraiment changé, quoi. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est lié au début de mandat de Monsieur Macron, mais si on commence à développer les problématiques, il y en a beaucoup, et elles se sont même voire dégradées dans différents domaines. Je vois beaucoup d'expatriés souffrir, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Ok. Est-ce qu'on peut parler rapidement de votre changement de camp? C'est-à-dire, ça m'intéresse parce que je suis moi-même un ancien LR, mais j'ai changé, j'ai rejoint Éric Zemmour pour la campagne présidentielle en 2022. Vous, vous avez rejoint le RN quelques années plus tôt. Qu'est-ce qui a provoqué ce changement? Et bon, comme vous le savez, il y a des engagements qui sont plus polémiques que d'autres à l'étranger. Moi, il y avait une dynamique présidentielle. Vous, qu'est-ce qui a provoqué ça? Moi, ça a été bien avant 2021. En fait, en 2017, j'ai quitté les Républicains et il y a eu une espèce de période où je me retrouvais plus du tout chez les Républicains. Pourquoi? Et pourquoi? Parce que ce qui aujourd'hui est devenu un gros défaut de dire que le Rassemblement national ne rentre pas dans l'arc républicain, si on peut appeler ça comme ça, puisque d'ailleurs l'arc républicain ne veut pas dire grand-chose, me choquait en fait, puisque je considère que quand vous avez des électeurs qui votent pour un parti, c'est le peuple qui s'est exprimé, et je considère que dans une démocratie, quand on considère qu'on est un démocrate, on doit respecter la voix du peuple. Donc, les fronts républicains que l'on effectuait systématiquement chez les républicains, avec parfois la gauche, pour pouvoir faire passer des candidats sur telle ou telle investiture, ça me dérangeait fortement parce que ça ne représentait absolument pas la volonté du peuple et j'avais l'impression de tromper mes électeurs au deuxième tour, vous voyez. Donc, c'était pas dans mon ADN, c'était pas représentatif de la voix du peuple. Et donc, j'ai décidé de quitter ce parti qui, au final, après de nombreuses années pour l'avoir côtoyé, je me suis retrouvée avec des personnes qui n'avaient que hâte de travailler les prochaines échéances en fonction de leurs intérêts personnels, ce qui n'était pas mon cas, et avec très peu d'engagement. Et finalement, l'intérêt collectif n'était pas le fer de lance de l'engagement de ces personnes-là. Donc, j'ai voulu me détacher. Je me sentais plus du tout en adéquation avec les Républicains. Voilà. Et d'ailleurs, on le voit encore aujourd'hui, encore là, les dernières élections où ils se sont alliés, où j'ai vu des Républicains se faire coalition avec des personnalités qui se présentaient sous l'étiquette LFI. Voilà, pour moi, c'est juste impensable et ça vient confirmer, même me conforter chaque jour que Dieu fait. Que j'ai fait le bon choix en 2021 de rejoindre le Rassemblement national qui, lui, en revanche, n'a jamais varié, quoi. C'est-à-dire le Rassemblement national reste toujours sur sa ligne politique depuis le début
Et donc cette franchise et cette loyauté moi je constate tous les jours d'ailleurs en interne correspond plus à ma personnalité. Voilà. Mais ce En que je pense de commun, 2021, c'était pour les élections régionales. tout à fait. D'accord. Et comment ça a été perçu de votre entourage, le fait de ne plus être LR, mais d'avoir rejoint le RN? C'est bien reçu, des insultes, voilà, c'était... Alors, ça a été très brief en fait. Au départ, j'ai eu des récalcitrants qui m'ont dit, Johanna, si tu pars au Rassemblement national, tu te rends pas compte, ça va avoir une incidence sur ta vie professionnelle, sur ta vie Ouais, familiale. Le mot extrême droite ressortait systématiquement et c'était un petit peu la menace. Si tu y vas, tu perds tous tes amis, tu auras des problèmes pour trouver du travail, etc. Je ne vais pas c'était dire le que cas c'est ou pas? ça a été le cas, mais pas très longtemps, puisqu'en réalité, le Rassemblement national, depuis 2021, ne cesse de s'élever politiquement. Les gens comprennent que finalement, ben non, on n'est pas des fachos, on n'est pas des extrémistes, et on est là pour le bien commun. On nous voit sur le terrain, on a de plus en plus d'élus. On est très présent sur le terrain. On a eu nos 88 députés il y a 2 ans. On en a 123 aujourd'hui. On a beaucoup de conseils régionaux. On est très présent sur le terrain. Et je crois qu'entre dire fait rire et faire fait taire, quand on est sur le terrain, les gens s'aperçoivent qu'on est des gens tout à fait normaux. On est bien loin du fascisme qui, selon moi, est plutôt du côté de l'extrême gauche. Et qu'on est des gens qui sont là pour remettre en ordre ce pays qui aujourd'hui est proche du chaos, hein, on va pas se mentir. Je pense à cette petite Philippine encore hier qui a été massacrée par un migrant sans papier, sous OQTF, ayant déjà été condamné pour viol qui a maintenant encore violé et tué cette jeune fille de 19 ans. Je pense que si on avait eu un gouvernement à la hauteur de l'état du pays et qui appliquait les lois comme elles devraient l'être, il n'aurait pas été sur le territoire et cette petite Philippine serait encore vivante aujourd'hui. Donc, c'est dire comme la situation est grave et j'en parle sans émotion, mais la situation devient insoutenable. Insoutenable. Ouais, C'est on très est bien compliqué. d'accord. Alors, parlons concrètement de rentrée politique. Comment se passent les projets du RN de votre circonscription, de la cinquième circo des Français à l'étranger? Que faites-vous? Vous avez des animations pays par pays, vous avez des responsables, vous organisez comment? Alors déjà, on a énormément depuis donc le mois de juin eu d'adhésions, c'est-à-dire des adhésions qui sont venues après les législatives, de gens qui nous ont rejoints. Moi, durant la campagne, il faut savoir que j'ai été contactée par énormément de personnes, par mail, par téléphone, par WhatsApp, et j'avais mis en plus des rendez-vous par Internet où on pouvait discuter avec moi, comme là en visio, de 15 minutes. Donc j'ai beaucoup de gens de partout, d'ailleurs qui nous ont rejoints. On a des résultats qui ont été sans précédent puisqu'on a quand même obtenu quasiment 20%. Donc, il m'a manqué 1000 voix pour aller au deuxième tour. C'est inédit. Dans Oui, j'ai l'histoire vu du ça. Rassemblement national, je suis la circonscription qui a eu les meilleurs résultats. À l'étranger? Euh, Vous voulez dire? oui, Oui. oui, tout à fait. On est parti de 4%, on est arrivé à quasiment 20%, en sachant, en prenant en considération quand même qu'on a fait une campagne sur 15 jours, puisque si on m'avait dit un an avant que j'ai une campagne à faire sur la cinquième circonscription, je peux vous dire que sur le terrain, j'aurais été et que j'aurais passé le deuxième tour sans aucune difficulté. Là, on a été pris de court, c'est vrai. C'est une délégation qui commence à se dynamiser depuis un an et demi. On a été un peu pris de court et puis c'est une circonscription qui va se développer bien évidemment, se dynamiser. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'on a sur les 4 pays, même si c'est un tout petit pays, on a quand même obtenu plus de 53% des voix à Monaco. Donc pour nous, c'est une belle victoire, d'autant qu'en plus c'est une ville, enfin un pays, pardon, qui est juste à côté de là où on s'est énormément implanté, donc Nice, Fréjus, toute cette partie de la Côte d'Azur et du Var. Donc ça, voilà, c'est un résultat presque naturel, je dirais, puisqu'on est complètement limitrophe à cette partie-là où le Rassemblement national est devenu très fort. On a fait de bons résultats en Andorre.
On a fait des résultats pas si mauvais au Portugal. On aurait pu, en travaillant bien la circonscription, passer sans aucune difficulté la barre des 50%. Après, sur l'Espagne, bon, ben, c'est la plus grosse partie de ma circonscription. Et là, on n'a pas eu le temps, enfin, en 15 jours, de dynamiser et de contacter et de faire les animations qu'il fallait comme une vraie campagne en réalité. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu de très bons résultats sur les petites îles, Palma de Majorque, toutes les petites îles. C'est un peu, si vous voulez, la configuration de ma circonscription, c'est un peu comme ceux qui sont moitié avec de l'urbain, moitié avec du rural. Sur les petites villes ou sur les petites îles ou des choses comme ça, on a fait des scores incroyables. Et quand on rentre sur des villes comme Madrid ou Barcelone, là, il y a beaucoup de travail à faire, beaucoup de travail et surtout informer les gens qu'on est présent, quoi. Voilà. Oui, c'est Donc, classique, grande ville voilà. et Donc, c'est pareil en Thaïlande, c'est pareil dans pas mal de pays. ouais. Alors, on peut comparer un peu hein, aux circonscriptions en France, puisque finalement, on a Hmm. le Rassemblement national aujourd'hui fait de très bons scores sur le rural et en périphérie des zones urbaines. Et quand on rentre en zone urbaine, un peu moins, parce qu'il y a peut-être un peu plus de social. Donc, Il il y y a a du beaucoup de bobos. moi, non, je sais pas si c'est bobo, c'est une population différente qu'on n'a pas l'habitude peut-être Là, sur la circonscription espagnole, moi, le plus gros de mes électeurs sont à Madrid. Clairement, j'ai pas eu le temps de travailler Madrid. Ce que je vais faire maintenant, Les plus j'ai pas gros mal de. en quantité, mais pas forcément en pourcentage, je pense, non? À Madrid, ils sont largement plutôt macronistes, je crois. Ouais, alors ils sont pas forcément macronistes parce que si on regarde les résultats, celui qui a été élu soi-disant sans étiquette, d'ailleurs j'en profite pour dire aux auditeurs quand ils écouteront que il n'est pas macroniste, mais enfin il s'est immédiatement apparenté à Macron. Donc Végétarien? ouais, il est Ah. donc macroniste Oui, c'est clairement. macroniste. Il a donc menti à ses électeurs. C'était prévisible. Je vois pas bien comment il peut porter la voix de ses électeurs hein, sans se rattacher à un groupe. Sauf que manque de peau pour lui et malheureusement pour nos électeurs qui ont voté pour lui, Macron n'étant plus en majorité présidentielle à l'Assemblée nationale, Monsieur Vogetta ne fera rien, absolument rien, ni porter un projet, ni porter une proposition. Donc, je regrette que les électeurs n'aient pas compris parce qu'il a quand même fait toute sa campagne en disant qu'il n'avait aucune étiquette. Il a voulu vraiment se détacher de Macron. Et quand vous tapez sur le site de l'Assemblée nationale, il a immédiatement apparenté sa candidature avec le groupe macroniste. Donc, voilà, si les gens ne le savaient pas, Stéphane Vogetta a menti à ses électeurs comme beaucoup d'ailleurs, pour être élu tout simplement. Voilà, ça c'est le premier point. J'en profite pour lui dire aussi que euh, tous les électeurs avec lesquels j'ai parlé m'ont parlé des projets, des propositions qu'il avait fait sur le premier tour hein, et sur le deuxième tour. Je peux le dire là aujourd'hui, il ne portera aucun projet, aucune proposition, et il n'arrivera à rien. C'est-à-dire qu'en réalité, j'ai lu son programme qu'il avait fait sur sa première campagne et sur sa deuxième campagne. Pas un seul élément n'est passé. Donc en fait, il fait beaucoup de Comme. représentations. Il fait beaucoup d'événements sportifs. Il doit aimer le tennis, certainement à Madrid. Mais il faudrait peut-être lui rappeler que le rôle de député, c'est faire porter la loi enfin, les lois qui pourraient éventuellement améliorer la vie des Français et des étrangers. Et je finis là-dessus en disant que il est peut-être pas au courant dans les salons mondains, mais il y a beaucoup d'expatriés qui souffrent et qui souffrent sur les frais de scolarité, qui souffrent pour se faire soigner, qui souffrent pour entrer en France. Il y en a d'autres qui ont d'autres difficultés sur le plan fiscal, sur le plan patrimonial. Il y a beaucoup de problèmes, de plus en plus. On n'est plus dans des expatriations où on avait pour habitude de penser qu'on est expatrié, on a beaucoup d'argent, on vit de façon très fastueuse avec des salons très mondains, c'est faux. Il y a des gens qui partent parce qu'ils vont tenter l'aventure ailleurs parce que c'est très dur en France. Il y en a d'autres qui ont tenté l'aventure, ça n'a pas marché. Il y a des gens qui renoncent à scolariser leurs enfants parce que les frais de scolarité sont trop chers. Donc en fait, il y a tellement de problèmes que je suis un peu choquée sur le comportement de notre député qui finalement ne sert pas à grand-chose et il ne servira à rien puisque là, du coup,
il s'est apparenté à une majorité qui n'est plus la majorité présidentielle, donc il fera rien, quoi. Voilà. Mm. Donc je tiens à le préciser parce que c'est le constat que je fais 2 mois après, quoi. D'ailleurs, on n'en entend pas trop parler, hein. Il est plus discret. Euh, Voilà. Vous avez parlé de beaucoup de Français qui vous ont contacté pendant cette campagne pour faire connaissance, vous avez beaucoup échangé. Quels sont leurs profils et quelles sont leurs problématiques? Alors, il y a plusieurs profils. D'abord, il y a la distinction que vous connaissez bien entre les résidents, les expatriés, qui n'ont pas du tout les mêmes statuts, hein, sur le plan social et sur le plan fiscal et sur le plan professionnel aussi. Il y a des gens qui partent à l'étranger pour s'installer définitivement. Il y a des gens qui partent à l'étranger parce qu'ils sont envoyés en mission par les entreprises, donc ils ont des conditions de travail qui sont pas du tout les mêmes. Des conditions de retraite aussi quand ils rentrent en France qui sont pas tout à fait les mêmes. Et même sur le plan patrimonial, quand vous partez pour 3 ans et que vous revenez, enfin, vous n'avez pas des problèmes si vous voulez vendre votre appartement, c'est toujours votre résidence principale. Vous voyez, il y a des tas de sujets, mais le sujet principal et qui me tient à cœur, puisqu'on est quand même un parti qui défend la France et la souveraineté française et la langue française, c'est que beaucoup de Français qui sont expatriés, résidents ou pas, renoncent à scolariser leurs enfants. Alors pour plusieurs raisons, hein. La première, c'est les frais de scolarité. Un enfant scolarisé à l'étranger, c'est en moyenne avec cantine 900 euros par mois. Donc vous en avez deux, ça fait 1800 euros. C'est des classes qui sont quand même encombrées. Il y a beaucoup d'élèves hein, dans les classes 1. Souvent, moi, les miens, déjà à l'époque, ils étaient dans des classes de 34, 35, 36. Les problèmes de santé. Là, j'ai une dame qui m'a demandé comment elle pourrait faire pour se faire soigner parce qu'elle est en Espagne, mais elle a sa carte vitale. Mais il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de soins à l'étranger. Et puis, beaucoup de personnes qui m'appellent aussi pour savoir comment ils peuvent gérer la retraite, etc., etc. Alors, c'est pas le job d'un député, mais par contre, on peut favoriser une fiscalité ou une autre sur des propositions de loi. On peut favoriser des propositions de loi sur la diminution des frais de scolarité, par exemple, ou sur des frais de santé. Quand on considère qu'un migrant sans papier débarque sur le territoire français et qu'il se fait soigner à 100% alors qu'il n'a jamais cotisé, qu'il n'est même pas français, qu'il n'a même pas de papier, moi j'ai du mal à entendre que des gens qui ont, ben là en l'occurrence c'est le mari qui a un cancer, ne puissent pas rentrer en France et se faire soigner gratuitement, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'il est français, qu'il possède un passeport français. Donc là, je fais les grandes lignes, je rentre pas dans le détail technique, mais voilà à peu près les questions qu'on me pose très très souvent. Et en réalité, ce sont des questions qu'on se posait déjà il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Et je m'aperçois que les députés passent et les problématiques restent. Il n'y a pas eu réellement, fondamentalement, de changement pour aider les Français de l'étranger, quoi. Voilà, donc, on m'a souvent posé la question, vous habitez plus à l'étranger, est-ce que vous connaissez vraiment les problématiques? Mais en réalité, ce sont exactement les mêmes. On s'est posé la question tous, les Français de l'étranger, est-ce qu'on laisse nos enfants dans les lycées français, qui aujourd'hui coûtent aussi cher, par exemple, que les écoles américaines ou les lycées internationaux? Voilà, il y a des problématiques, il y en a beaucoup. Après, Après, on peut vous dire que vous connaissez les problématiques des Français étrangers, mais est-ce que vous avez le temps? Parce que vous avez plusieurs casquettes. Est-ce que vous avez le temps d'être à la fois responsable d'une fédération, d'une circonscription en France, et en même temps celle des Français étrangers, et en même temps ben, aussi être une élue locale, régionale? alors, je dirais que la politique, on fait de la politique dans sa globalité, hein. Après, sur le fait de pas habiter là-bas sur la circonscription, j'ai envie de vous dire, si j'habitais à Lisbonne, on me demanderait pourquoi j'habite pas à Monaco, parce que Monaco-Lisbonne, c'est quand même pas à côté. Si j'habitais en Espagne, peut-être qu'on me dirait, il vaudrait mieux que j'habite. Vous voyez, c'est aujourd'hui, regardez, vous êtes à Hong Kong, moi je suis à Montpellier. C'est un peu la même problématique qu'un député qui doit à la fois être à Paris pour travailler sur ses commissions, être en séance, et sur sa circonscription. C'est toujours le problème de la disponibilité, si vous voulez, entre le terrain et la partie. Est-ce qu'aujourd'hui, avec tous les outils qu'on a, on n'a pas la possibilité de pouvoir travailler de la même manière? Moi, je pense que oui.
Moi, je pense que Ok. oui, et je pense que encore peut-être plus, parce que quand je parle avec vous à Hong Kong, où il est 23 heures pour vous et moi, il est 17-18 heures ici, je peux avoir 15 rendez-vous derrière. Si j'avais pas ces outils, peut-être qu'il faudrait que j'organise des voyages d'un endroit à l'autre. Peut-être que ça me donne encore plus de proximité. J'ai des gens qui m'ont dit, c'est chouette, on vous voit la vidéo, on a l'impression de... Il faut tirer aussi de la modernité tous les avantages. Il n'y a pas que des inconvénients. Voilà. Donc ça peut être encore plus, vous êtes encore plus efficace parce que vous avez plus de rendez-vous. Disons que je rencontre beaucoup plus de personnes, oui. Et, dans une journée, je peux Oui, ça a du rencontrer 10 sens. personnes. C'est quand même, et puis c'est enrichissant parce que je discute avec les personnes en face to face. Il y a pas de, on n'est pas dans une réunion publique où on survole un peu tout le monde et on parle à personne en fait. On est là pour de la représentation, mais là, du coup, on a un véritable échange. On a même un suivi après. On peut se revoir, on peut. Donc non, moi je vois pas d'inconvénient particulier. Après, chaque pays a sa spécificité. Voilà, donc c'est bien d'avoir aussi des échanges avec tout le monde. Ce qui est important, c'est d'arriver à comprendre ces problématiques et le fruit de tous ces échanges puisse formuler une proposition, et notamment sur le programme de Marine en 2027, parce que c'est un peu l'objectif aussi de ces fédérations, c'est de faire remonter au plus haut du Rassemblement national des propositions qui seront adaptées sur le programme de Marine Le Pen en 2027 pour les présidentielles. Ok. Est-ce que vous êtes d'accord avec tout le programme de Marine Le Pen ou est-ce que vous avez certains points sur lesquels vous avez un avis un peu différent et vous aimeriez faire entendre votre position au sein du RN? Je vous donne par exemple un exemple. Certains parlent de la binationalité. Il y a certains au RN qui semblent avoir des avis contre la binationalité ou alors certains parlent d'impôts sur la nationalité liés au passeport. Quelles sont vos positions sur ce sujet? Ben, moi, j'ai envie de dire la binationalité, c'est un sujet qui concerne tout le monde. Et dans chaque partie que vous interrogerez, vous avez des gens qui sont pour et des gens qui sont contre. Donc c'est un petit peu des questions comme l'avortement. Vous voyez, Marine Le Pen, il a été dit pendant la campagne, je pense que ça a été volontaire pour déstabiliser un petit peu et notamment les fédérations d'étrangers, parce que c'est facile de parler de la binationalité 15 jours avant les élections. Moi, j'ai jamais entendu qui que ce soit au Rassemblement national être contre la binationalité. Donc, moi, j'aimerais moi, on entend, oui, mais il y a eu une personne qui a fait un dérapage, mais une personne sur l'ensemble des élus, et puis, enfin, ça a été exacerbé parce qu'on était en campagne. Moi, pour la petite histoire, quand même, ma sœur qui est enfin, qui a double nationalité, hein, française et japonaise, puisque ma maman s'est mariée avec un Japonais, donc je connais bien l'Asie, si vous le saviez pas. Voilà, j'ai été C'est une vingtaine. intéressant. Voilà, voilà. Donc moi, la binationalité, bien sûr que je suis pour la binationalité, ça me pose, mais alors aucune difficulté. Et très honnêtement, autour de moi, c'est pas un sujet qu'on aborde parce que après c'est très personnel, c'est très familial. Moi, je trouve que c'est une richesse. Après, voilà. Ok, très bien. Je- Maintenant, j'apprends lors de cet échange que vous êtes une ancienne LR. Euh, Est-ce que vous êtes d'accord avec tout le programme économique du RN et notamment pour les Français étrangers? Là, je parle un petit peu au nom de beaucoup de Français étrangers qui sont un petit peu comme nous, je veux dire des anciens LR, des anciens UMP, et ils aiment beaucoup le programme régalien du RN, mais ils ont des doutes, des réticences sur le programme économique. Qu'est-ce que vous leur dites? Ben, moi, je leur dis que comment conceptualiser un programme économique tant que nous n'avons pas réglé les problèmes régaliens? C'est-à-dire que aujourd'hui, les chefs d'entreprise, pour bien les connaître, nous disent on a besoin de visibilité, on a besoin de stabilité. On ne peut pas continuer à gérer nos entreprises euh, à vue. Voilà. C'est-à-dire que dans les 6 mois qui suivent, vous avez le gouvernement qui sort une nouvelle fiscalité, une nouvelle taxe. Il n'y a pas de visibilité, il n'y a pas de vrai projet. En fait, tout le monde est impacté par ce manque de visibilité, de stabilité, mais cette stabilité et cette visibilité, elle est aussi liée au pilier régalien. C'est-à-dire que à un moment donné, quand vous n'arrivez plus à gérer les problèmes de santé qui coûtent des milliards et qui ont un impact forcément sur les entreprises, notamment par le biais des charges,
que vous avez des entreprises qui vivent comme nous des problèmes d'insécurité. On a des entreprises qui se font voler du fer, qui se font voler du matériel, qui sont aussi victimes de la délinquance et des problèmes de sécurité qu'on a en France. Quand vous avez des enfants qui vont dans un système éducatif qui n'est plus du tout à la hauteur de ce que nous proposions avant, je rappelle quand même aux Français de l'étranger que la France était située au niveau numéro 5 il y a moins de 10 ans. Nous sommes, je crois, au dernier sondage PISA, je crois, on est à 22, 23e ou 25e place au rang mondial. Donc, si vous voulez, les piliers régaliens ce sont des sujets qui nous tiennent à cœur parce que c'est un peu comme si vous vouliez construire une maison, mais vous n'avez pas les fondations. Et les fondations aujourd'hui en France, elles se sont complètement écroulées. Et donc, voilà pourquoi le Rassemblement national insiste et ne lâche pas ses piliers régaliens parce que ce serait construire une maison sans fondation. Ça, c'est le premier point. Et je pense que quand ces points-là seront réglés, peut-être qu'on pourra envisager une politique économique durable avec une visibilité et voire même en étant très optimiste, c'est de faire revenir des entreprises en France qui sont parties aussi à cause de ces raisons-là. C'est-à-dire que quand vous avez un système social qui est endetté comme jamais et qui, chaque année, trouve comme solution d'impacter les entreprises en faisant payer des charges sociales de plus en plus fortes, que vous avez comment dirais-je, un pays qui n'est plus du tout secure, ni pour les personnes qui vivent dans le pays, mais ni les entreprises, ni qui que ce soit. À un moment donné, si vous voulez, vous avez envie de fuir du pays. Et d'ailleurs, on le voit d'ailleurs sur les étudiants qui font des hautes études. Vous avez, je crois, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais vous avez quasiment la moitié des étudiants qui font des hautes études qui partent. Nos cerveaux s'en vont aux États-Unis, au Canada, dans les Émirats. J'ai encore un ami de ma fille qui part à Dubaï faire son stage en espérant qu'elle soit embauchée là-bas ou en Asie. Enfin, c'est absolument anormal. D'où je pense que le fait qu'on est peut-être un peu rébarbatif sur le sujet des piliers régaliens, mais comment faire, quoi? Vous voyez? Comment vous faites venir une entreprise en France, s'installer en France, quand on sait qu'on ne sait pas si l'année prochaine, on va lui mettre 10% de taxes supplémentaires. Vous êtes taxé sur le foncier, vous êtes taxé sur les charges sociales, vous êtes taxé sur les impôts l'IS, vous êtes, enfin, une entreprise aujourd'hui qui vient s'installer en France, croyez-moi, il faut être courageux, hein. C'est pas facile. Est-ce Et que puis, il y a vous, une concurrence aussi. est-ce que vous voulez freiner en quelque sorte l'exil des Français, des entreprises françaises? Quelle est votre position? En d'autres termes, il y a dans le camp patriote d'ailleurs, la droite en France, il y a beaucoup de critiques, des gens qui critiquent les expatriés, qui disent que vous êtes des patriotes en carton, vous quittez la France, vous devriez plutôt rester pour vous battre. Qu'est-ce que vous Alors, en je dites? sais pas. Ben, moi, je sais pas, parce que là, moi, je n'ai jamais entendu ça du tout. Mais Ah, bon, ça se dit, on me le dit souvent, on fait des commentaires, on dit, ouais, vous les expatriés, vous avez quitté la France, vous êtes des traîtres, etc. Il vaut mieux rester au pays, il faut se battre, il faut créer de l'emploi, il faut dépenser votre argent en France, etc., etc. Ils n'ont pas une bonne image de l'expatriation. bah, je sais pas. Moi, je Pour vous, c'est aucun pas problème. du. Enfin, moi, je l'ai jamais entendu. Je Bah, tant mieux, côtoie alors. beaucoup de gens qui vivent à l'étranger ou même de mon parti. Non, au contraire, c'est plutôt réjouissant de se dire qu'on a des Français qui partent à l'étranger parce que il faut quand même pas perdre de vue. Et moi, je suis vraiment, je promouvois même le fait qu'on puisse partir à l'étranger. C'est pas du tout au contraire. Il faut pas oublier le message et si vous voulez c'est très très important que les Français s'expatrient. Au contraire, c'est que c'est une promotion exceptionnelle et on promouvoit la France, la langue française. Et moi, je remercie les expatriés, au contraire. Je leur dis, allez-y, parlez de nous, parlez de la France, dites-leur qu'on est un pays merveilleux, qu'on peut faire des belles choses en France. Venez nous apporter le savoir-faire que vous allez aussi, vous, apprendre dans d'autres pays. C'est un échange qui est extrêmement important pour la France. On ne peut pas vivre dans un monde fermé sans s'ouvrir sur l'international, absolument pas. Enfin, moi, en tout cas, de mon côté, alors peut-être parce que je suis sur une branche plus internationale, j'ai jamais entendu ce genre de propos. Ou alors c'est peut-être un petit peu comme
des préjugés, parce qu'il y en a quand même beaucoup par rapport au Rassemblement national. Mais soyez rassurés là-dessus. En tout cas, c'est pas mon cas et je ne l'ai jamais entendu. Donc voilà, je pense qu'il y a une image du Rassemblement national qui a été volontairement dénigrée pendant des années par la gauche parce que finalement, ils n'avaient pas grand-chose à dire à part ça. Là, aujourd'hui, les Français ne sont plus dupes. Des gens qui sont Rassemblement national, qui sont binationaux, il y en a. Des gens qui ont été expatriés au Rassemblement national, il y en a. Des gens qui travaillent avec nous, qui sont sur les fédérations, qui sont à l'étranger, il y en a. Oui, c'est un faux procès. Moi, je l'ai jamais entendu. Voilà. Donc, en ce qui me concerne, pour moi, comme je dis toujours dans mes interviews, l'expatriation, qu'elle soit dans un sens ou dans un autre, c'est une richesse et pour celui qui s'expatrie et pour la France. Ok, très bien. Pardon, un point spécifique sur les retraites. Il y a une niche parlementaire du RN et il est question de remettre à plat la réforme des retraites. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, ça dépend sur quel sujet. La réforme des retraites, si vous saviez le nombre de points qui sont liés au problème de la retraite, là comme ça, On va je... dire globalement, en fait, globalement, l'allongement de l'âge de la retraite, ça fait partie des points sur lesquels beaucoup d'expatriés ont des réticences parce ils se disent que le programme du RN est un petit peu trop à gauche, dans le sens où, en fait, on veut rallonger, non, raccourcir, on est contre l'allongement de la durée des retraites. Donc, est-ce que vous avez quelque chose, quelle est votre position Mm. sur ce sujet? Ben, moi, j'ai pas de position particulière. Je trouve que, ce travail parlementaire et d'abord, ça a été passé au 49.3. Donc, quand on passe une loi à coup de 49.3, comme l'a fait Borne tout au long de l'année dernière, c'est que quelque part, ce projet n'est pas accepté par l'Assemblée, donc le peuple. Donc, rien que pour ça, je trouve que ce serait bien malgré tout qu'il y ait certains points de cette loi qui soient effectivement remis à plat et retravaillés. Voilà. Après, rentrer dans les détails de la loi, je crois que c'est pas le lieu ni l'endroit, mais oui, par principe de non-respect de la démocratie, oui, je suis d'accord sur le fait qu'on remette à plat cette loi et qu'elle soit discutée de façon intelligente et démocratique au sein d'une assemblée. Je pense que aujourd'hui, on a un pays qui est totalement fracturé et que le 49.3, la façon de gouverner au 49.3 ne fait que exacerber cette fracture. Voilà. Donc, le jour où on aura une loi sur la retraite qui a été votée en assemblée avec une majorité, à ce moment-là, je me satisferai de cette loi. Mais je vais vous avouer que tout ce qui a été voté à coup de 49.3, voilà, me me convient pas, même pas du tout. Voilà. Voilà. On est bien d'accord. Bonne réponse. Un dernier point sur sur l'avenir. Alors, c'est quoi l'avenir pour le RN chez les Français étrangers, notamment les prochaines échéances? Bon, imaginons qu'il n'y ait pas bon, sans parler de dissolution potentielle, les consulaires, comment vous voyez les choses? Vous allez faire des listes RN, vous allez faire des listes d'union, vous allez faire comment vous allez Alors, procéder? c'est un sujet qu'on n'a pas. Enfin, alors, si, bien sûr, c'est un sujet qu'on a. On a fait une première réunion de rentrée, puisque nous avons eu le Conseil national à Paris il y a moins de 15 jours, où nous nous sommes rencontrés, ceux qui étaient à Paris, pour justement évoquer les sujets à venir pour les Français de l'étranger, et notamment, effectivement, les élections consulaires. Je vous avoue qu'on est un peu au jour le jour, hein, compte tenu de la situation politique en France. On n'est pas à l'abri d'un événement, enfin, vous le suivez de loin et je pense que tout le monde en parle. On est dans une situation tellement extrême sur le plan politique qu'à tout moment, il peut se passer des choses en France. Mais en l'occurrence, effectivement, il y a ces élections consulaires qui sont proches, c'est-à-dire proches dans un an et demi. On commence effectivement à travailler le terrain, à interroger des gens. Il y a des gens qui se manifestent aussi, notamment sur ma circonscription, qui seraient éventuellement volontaires pour se présenter en tant que conseiller consulaire, à savoir que, et ça je le dis pour que ce soit bien clair, la personne qui représentait le mouvement de Zemmour,
sur l'élection précédente, nous a rejoint au Rassemblement national et a fait campagne avec moi sur cette législative. Et elle et d'autres personnes vont la suivre pour nous rejoindre. Donc, je pense que nous aurons un groupe qui sera constitué de beaucoup de personnes qui étaient chez Zemmour avant et Vous parlez qui, du candidat aux législatives? oui, Ah, Nicolas Chamou, non? Ah Nicolas oui, Chamou. je connais. euh, Mais salut Nicolas, si tu me regardes. Voilà, donc Nicolas nous a rejoint et ouais, a travaillé avec nous sur cette campagne. D'ailleurs, il a été très actif et je le remercie encore parce que il a eu le courage, entre guillemets, de nous rejoindre en cours de parti et il a beaucoup œuvré pour nous aider parce que une campagne de 15 jours, c'est la première fois que ça nous arrive hein, quand même, c'est inédit. Sur des petites circonscriptions, c'est facile. Sur les Français de l'étranger, on a un peu moins de facilité pour faire campagne. C'est compliqué. Il y a des envois de documents, ne serait-ce qu'une affiche ou des tracts. C'est pas au claquement de doigts. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'avez pas l'imprimeur qui est au coin de la rue et qui va vous sortir les tracts. Ça a été court. C'est dommage. J'aurais bien aimé faire campagne plus longtemps. D'accord. Ben, très bien, écoutez, c'était très intéressant. Est-ce que vous avez un dernier point, un dernier mot, une anecdote à partager avec nous? Une anecdote sur les Français de l'étranger? Pour ce que vous voulez, pour Euh, conclure. non, pas particulièrement. Juste un message d'espoir pour dire aux auditeurs et ceux qui encore ont des doutes de venir nous rejoindre, n'ayez pas peur. On est là. On sera bientôt là et j'espère que nous gagnerons en 2027 enfin cette présidentielle. On compte sur vous, on a besoin de vous, on n'est rien sans vous et je vous invite à nous rejoindre sur nos circonscriptions respectives. Et puis voilà, je vous Alors, remercie Marc pour cette interview, en tout cas. ben, merci à vous. Alors, ceux qui veulent vous contacter, ils font comment? Alors, ils vous contactent sur le site, vous avez le site de la fédération, vous avez... Johanna, non, non, bah, tout simplement, déjà, ils peuvent me contacter par mail, johanna, point, Morel, M-A-U-R-E-L, arobase Rassemblement National. Et puis après, on mettra en place des rendez-vous en visio, voire des déplacements. Je suis totalement disponible pour les contacter et pour, pourquoi pas, les recevoir dans mon équipe pour préparer les prochaines échéances avec un immense plaisir. Voilà. Très bien. Ben, merci beaucoup pour cet échange très intéressant. Merci pour votre temps et bonne continuation. Merci beaucoup. Au revoir, Joanna. Bye bye. Au revoir, merci.